Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce deuxième audio cours sur la Troisième République. On va pas se lancer dans une grande introduction, on est ici dans la continuité de la première séquence quand nous parlions de la Troisième République, une refondation du projet républicain. Alors, on va voir ici que cette République, maintenant qu'elle existe, elle va quand même être traversée par des crises et va aussi être marquée par des réformes. Donc c'est parti, on y va. C'est le grand B, une république entre crise et réforme. Notre problématique, on se demande à quelle crise la Troisième République a fait face. Bon, attention, parce qu'ici, notre période s'achève avant 1914, car la Première Guerre mondiale a aussi été une épreuve pour le régime, et une épreuve que le régime a su surmonter, puisque la Troisième République ne prendra fin qu'avec la deuxième Guerre mondiale et l'avènement du régime de Vichy. Bon, on attaque par la première de nos trois parties. Petit 1, une république bousculée. La République, elle est bousculée, c'est ce qu'on va voir, cette jeune République. Et on va d'abord s'intéresser aux tensions qui existent entre les députés. C'est le premier point, des tensions entre députés. Je vous invite à prendre connaissance du document 1 de la fiche. C'est un texte, il y a une diapositive, c'est aussi le document 1 de la fiche. C'est un article qui est paru le 2 octobre 1882 dans le journal L'Univers. Et ça reflète en fait les lois Ferry vues par un journal catholique. Première chose qu'on peut noter ici, c'est que les lois Ferry, autour d'elles, il y a eu un débat houleux. L'idée de l'enseignement laïque, elle passe mal. Elle passe pas si bien que ça. En juin 1789, on se bat à l'Assemblée autour de la volonté de cette réforme. C'est une bagarre rangée. Gambetta, qui a un œil de verre, dans la bagarre, il perd même son œil de verre. Donc pour vous dire que c'est l'illustration, vous notez pas ça, cet épisode de la bagarre, mais c'est pour vous montrer que... Les tensions entre les députés, à l'époque, elles sont féroces. Alors, c'est pas à noter non plus, mais il faut savoir que les députés, ils se provoquent régulièrement en duel. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut convoquer quelqu'un en duel. Donc il y a des duels qui ont lieu à l'épée, et il y a des duels qui auront lieu aussi au fusil. Donc il y a des duels, c'est règlement de compte avec des témoins qui viennent jusqu'à ce que ça soit interdit. Et bien c'était monnaie courante, et c'est arrivé fréquemment que des gens se déclarent en duel comme ça pour régler leurs différends, et les politiciens le faisaient aussi. Bon, bref, on est en 1879, on est revenu un peu dans le temps, et en 1879, les républicains, ils sont divisés en deux grandes tendances. On a d'un côté les radicaux. Alors les radicaux, eux, ils veulent que le programme républicain et toutes leurs aspirations soient mis immédiatement. Ils veulent que le programme de la République il soit mis en place tout de suite. Et puis il y a les autres, qu'on appelle les opportunistes. Eux, ils veulent mettre en place une réalisation plus progressive, une transition, pour pas que ça se fasse d'un coup. Les opportunistes, ce sont les plus nombreux. Et puis, nous avons aussi les socialistes. Or, les socialistes, en 1879, au début des années 1880, ils sont encore en construction. On en parlera plus tard. Donc ça, c'était pour faire le premier point des tensions entre députés. Deuxième point, on va faire un zoom sur la première grande crise que va traverser cette République, maintenant qu'elle existe, la crise boulangiste. Bon, rien à voir avec les boulangers. En fait, boulangiste, c'est le nom de quelqu'un, on va y revenir. Bon, première chose qu'on peut noter, c'est qu'on est en 1880, et en 1880, c'est un peu la crise économique. Et cette crise économique, elle génère des tensions. S'ajoutent des affaires de corruption d'hommes politiques. Alors, ça on le note pas, mais par exemple en 1887, on a le président de la République qui va être obligé de démissionner à cause d'une histoire de trafic de décorations dans laquelle trempait son gendre. En fait, il y avait des décorations, des titres honorifiques qui étaient vendus plutôt que d'être attribués par le mérite. Et donc quand le scandale éclate, ça éclabousse le président de la République qui finit par démissionner. Donc première chose qu'on a notée, en plus de la crise économique, on a des corruptions d'hommes politiques qui existent. Ensuite, on a une instabilité ministérielle. C'est-à-dire qu'en fait, les ministres, ils sont pas tous stables. Et là, il y a aussi une certaine déception parce qu'on assiste à un gouvernement qui n'a pas la stabilité auquel les gens rêvent.
parce qu'ils rêvent du gouvernement idéal, mais ce gouvernement idéal, finalement, il n'existe jamais. Donc, se développe, en lien avec la corruption des hommes politiques, en lien avec l'instabilité ministérielle, une certaine déception, et avec cette déception, le développement d'un anti-parlementarisme. En fait, par anti-parlementarisme, il faut entendre quoi? Il faut entendre l'hostilité envers le Parlement et les hommes politiques. Et donc, dans ce contexte, et là, je vous invite à regarder le document 2, enfin la diapositive numéro 2, on a un homme politique qui va être, un homme qui va être mis sur le devant de la scène politique, qui va devenir un politicien qui n'était pas à l'origine, c'est le général Georges Boulanger. Voilà, vous l'avez. La crise boulangiste va être liée à Georges Boulanger. Donc le général Georges Boulanger, il est nommé ministre de la guerre. Et il est très populaire. Sa force, c'est qu'il va être capable de fédérer les mécontents. Les mécontents de droite et les mécontents de gauche. Bon, ça vous le notez pas, mais le ministre de la guerre, aujourd'hui on dit plus ministre de la guerre, on dit ministre de la défense, parce que la guerre c'est offensif. Mais à l'époque on utilise l'expression offensif, on les cache entre guillemets, pour parler votre langage d'aujourd'hui. On n'est pas là à tergiverser sur oui, la défense d'abord, bon, non, même si notre ministre aujourd'hui c'est le ministre de la défense, il est quand même ministre des armées. Et quand on achète des nouvelles armes, c'est officiellement pour se défendre, pas pour attaquer, mais bon, on est quand même ministre, une guerre pour se défendre, c'est quand même la guerre. Pour le dire un peu rapidement. Alors, pourquoi il va devenir très populaire? Parce qu'en tant que ministre de la guerre, donc on le note pas, c'est moi qui enrichis ici le cours pour que vous compreniez bien. Pourquoi il est populaire? Eh bien, il va faire enlever des cadres de l'armée, donc dans l'armée il y a des cadres, des gens qui ont des postes, et il va s'arranger pour que ces chefs de l'armée en soient exclus les familles d'aristocrates qui étaient déjà depuis un moment et qui avaient régné. Donc ça lui accorde de la popularité parmi les républicains qui voient une sorte de nettoyage, entre guillemets, de l'armée et des familles d'aristocrates qui étaient présentes depuis longtemps. Ensuite, bon, je simplifie, en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça, mais déjà que je prends le temps de développer, si en plus de ça je développe dans le développement, on va pas s'en sortir. Ensuite, on l'avait envoyé pour réprimer une grève, et il va donner l'ordre qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Alors là, chez les basses classes sociales, les ouvriers qui sont en grève, etc., c'est là qu'il va gagner une certaine célébrité. Et puis enfin, et c'est ce que la diapositive illustre, on le présente souvent comme le général revanchard. Pourquoi? Parce que lui, à plusieurs reprises, lors de moments de tension avec l'Allemagne, il va dire on est prêt pour la revanche. Donc il y a cette idée qu'on est prêt pour la guerre et qu'il est prêt à aller se rebattre contre les Allemands et donc à reconquérir, si vous avez bien suivi le cours précédent, l'Alsace, là, une partie de la Lorraine et de la Moselle. Bon, sauf que Boulanger, et ça c'est ce qu'il faut noter, Boulanger va quand même finir par être évincé du gouvernement en 1888. Alors pourquoi? J'explique. Pourquoi il est évincé du gouvernement? Parce que le gouvernement il s'inquiète. Sans poser sa candidature, c'est-à-dire qu'il ne se déclare pas candidat, mais sans poser sa candidature, il y a presque 100 000 personnes qui vont inscrire son enfant sur un bulletin de vote lors d'une élection partielle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en fait qui a dit voter pour Boulanger alors qu'il n'était pas candidat. Donc imaginez, c'est un peu comme, vous savez, celui pour qui vous votez au moment de l'élection déléguée alors qu'il n'était pas candidat, ça montre qu'il est quand même connu. Bon, parfois c'est pour faire une blague, mais il y a cette idée que Boulanger est déjà populaire. Et donc, il est évincé, et on va essayer de le mettre assez loin de Paris, on va le nommer, il est toujours militaire, donc on va le nommer à des fonctions militaires à Clermont-Ferrand, donc dans le massif central, assez loin de Paris, et à l'occasion de son départ, au moment où il part, eh bien il y a un cortège qui se forme de partisans, de gens qui sont pro-Boulanger, qui aiment Boulanger, et ils vont réussir à bloquer son train pendant 4 heures. Puis on va coller des affiches sur le train où il y a marqué « Il reviendra ». Donc on est dans cette idée ici de Boulanger, c'est pas le Messie, mais c'est l'homme providentiel, l'homme politique, patriotique que beaucoup attendent. Bon, pour l'instant, il est évincé du gouvernement. Bon, il a le droit de se présenter à des élections. Là, c'est ce qu'on note. Il va quand même se présenter à des élections partielles qui ont lieu dans le Nord. Il va se présenter en Dordogne aussi. Et il va être à nouveau élu à la Chambre. C'est-à-dire que là, maintenant qu'il est élu, il va revenir à Paris. Donc il revient à Paris. Il va fédérer derrière lui des monarchistes et des bonapartistes. Ça, il faut le noter. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens plutôt conservateurs dans l'Assemblée nationale qui vont dire voilà, Boulanger il défend des idées qui nous plaisent, et donc on va le soutenir. Et à l'Assemblée, il ne va pas hésiter à prendre la parole à plusieurs reprises, et il va notamment attaquer le président du Conseil. Et il va lui demander de dissoudre la Chambre des députés. Alors, ça ne plaît pas du tout au président du Conseil, à Floquet, et les deux hommes, là ça il ne faut pas le noter, je raconte la suite de l'histoire. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on se provoquait souvent en duel. Justement, Floquet et
boulangers vont se retrouver en duel à l'épée le lendemain. Et c'est pas le militaire qui l'emporte là pour le coup, c'est Floquet qui va blesser à la gorge le général. Il va pas le blesser mortellement, hein, il le blesse. Donc. Mais c'est dans son orgueil finalement, vous l'aurez compris, que le général Boulanger est le plus blessé. Bon, il va pas se désarçonner pour autant. Parce qu'en 1889, il va être à nouveau élu, et cette fois il est élu député de Paris. Et ça, et ce, entre guillemets, avec une grosse marge, c'est-à-dire qu'il écrase les concurrents. La démonstration de sa force, elle est faite. Et il y a plein de partisans de Boulanger qui vont dire « Vas-y, c'est le moment, prends le pouvoir ». C'est-à-dire qu'en fait, on a les supporters de Boulanger qui vont l'enjoindre, l'exhorter, le motiver à réaliser un coup d'État. Sauf que, donc ça c'est moi qui développe, hein. Sauf qu'il veut pas. Alors pourquoi il veut pas? Je suis pas dans sa tête. On évoque souvent la raison de cœur. Parce qu'en fait, sa maîtresse, elle n'aurait pas... Alors pas sa maîtresse scolaire, hein, on est dans... Pour ceux qui ont lu Flaubert, on est dans une époque où les hommes, ils ont des maîtresses. Du moins les aristocrates et les hommes riches. C'est entre guillemets courant, c'est l'époque aussi où il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont au bordel, entre guillemets. Hein. Il y a encore des maisons closes, et donc les prostituées sont très fréquentées par la classe politique à l'époque. Bon, alors il y a des cas célèbres d'hommes politiques, enfin des cas, il y a le président Faure qui va mourir dans les bras de son amante, entre guillemets, enfin dans les bras, c'est une allégorie, il y a un de ses détracteurs qui dira il voulait être César, il est mort pompé, donc voilà, j'arrêterai là, parce que vous êtes des élèves, certes pour certains majeurs, mais quand même on va se calmer, mais vous l'avez compris. Donc on dit que sa maîtresse, elle n'aurait pas supporté de le voir à l'Élysée, où pourtant la foule le réclame. En fait, c'est comme si sa maîtresse, elle le voulait pour lui tout seul. Alors, il a quand même peur d'être arrêté, parce qu'évidemment, on l'exhorte à prendre le pouvoir, il hésite, prendre le pouvoir par la force, c'est interdit. C'est pas qu'il l'a fait, mais le fait qu'il puisse avoir pensé à le faire, ça suffit à le rendre coupable. Donc, qu'est-ce qu'on note, nous? On a noté qu'en 1889, il était élu député de Paris avec une grosse majorité. On a noté qu'il est exhorté à prendre le pouvoir par la force par ses partisans, donc à organiser un coup d'État. Mais, de peur d'être arrêté, lui, il va s'exiler en Belgique. Il part pas tout seul en Belgique. À votre avis, il part avec qui? Banco, il part avec sa maîtresse. Bon, puis en Belgique, il s'ennuie quand même un petit peu parce que la vie politique, ça l'intéressait, et puis il y a beaucoup de gens qui l'aimaient bien, donc il annonce finalement de Belgique sa volonté de revenir. Bon, il y a très peu de gens qui descendent dans la rue à Paris, ça fait un flop. Il se dit que il n'y aura pas de retour finalement, et puis son amante va finir par décéder de la tuberculose, c'est pas très gai entre guillemets, et puis lui il va finir par se suicider. Donc bref, voilà comment s'arrête la crise du boulangisme par elle-même, parce que Boulanger peut-être n'a pas osé y aller. S'il y avait été, c'était une autre histoire, mais c'est pas l'histoire qu'on raconte. Moi je raconte l'histoire qui s'est passée, pas celle qui aurait pu se passer. Troisième point, pardon. La République attaquée par les anarchistes. La République, on vient le voir, elle est attaquée par l'extrême droite, par la crise du boulangisme. Mais elle n'est pas attaquée que par l'extrême droite. Le contexte qui suit l'affaire de Boulanger, qui est même en train de naître pendant la crise du boulangisme, mais c'est aussi les suites d'un scandale politique, le scandale de Panama, la compagnie du canal. Et puis il y a aussi un certain affairisme dans la classe politique. L'affairisme, c'est quoi? C'est quand les politiciens ont des liens avec la bourgeoisie et qui s'arrangent entre eux pour bénéficier d'avantages communs, pour s'enrichir. Donc, avec ces scandales et avec cet affairisme, on va assister à une montée en puissance des anarchistes. Les anarchistes, c'est qui? Les anarchistes, on peut les caractériser par posture. La posture, c'est celle du refus de l'autorité, du refus de la hiérarchie et du refus des patrons. Et petit à petit, les anarchistes, ils vont éveiller la sympathie des ouvriers, parce qu'ils s'opposent notamment aux patrons. Pour eux, ça va contre la nature, l'idée qu'il y ait une hiérarchie et qu'il y ait des hommes qui en gouvernent d'autres, et pour eux, c'est là que serait le début de la fin. Alors, ils vont faire quoi, les anarchistes, qui fait que la République, elle est menacée et qu'elle est en crise? Eh bien, ils vont organiser des attentats. En fait, on note que de 1892 à 1894, les anarchistes, ils vont organiser des attentats. Je vous invite à consulter maintenant la diapositive numéro 3. La diapositive numéro 3, elle est extraite du supplément illustré du Petit Journal, qu'on mobilise souvent pour
parce qu'on a des images de l'époque. À l'origine, le petit journal, c'est un journal. Il y a plus de texte que d'images. Mais le petit journal, il a aussi un supplément illustré dans lequel il y a des dessins, et on s'en sert souvent comme iconographie pour illustrer les propos. Et sur cette diapositive est illustré quoi? L'assassinat du président Sadi Carnot. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un attentat qui est perpétré et qui va conduire à l'assassinat du président. Donc les anarchistes, ils font pas des petits attentats. Ils font des attentats contre les politiciens. Ils posent une bombe aussi dans la chambre des députés. Donc on est ici sur une période où on a peur de bombes qui explosent dans la rue, etc. C'est le contexte. Pour ceux qui ont déjà lu Arsène Lupin ou qui ont vu des épisodes de la vieille série d'Arsène Lupin, c'est ce contexte-là. C'est le contexte de la montée en puissance des anarchistes. Alors, leurs attentats, ils vont être traqués pour ça. Ils vont être arrêtés, il va y avoir des condamnations à mort. Bon, pour ceux qui sont jugés responsables, évidemment. Bon, les attentats, ça séduit pas tout le monde. C'est considéré comme très radical. Ce qui fait que dans l'opinion publique, ils vont perdre de l'attrait qu'ils avaient pu générer au début. Et ceux qui vont profiter de cette désaffection pour les anarchistes, ce sont les socialistes qui petit à petit vont monter dans l'opinion publique. Voilà, ça c'était pour la première partie. On passe à la deuxième partie. La République ébranlée par l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus, on arrive à un moment très important de l'histoire de la Troisième République. Il y a une crise majeure qui fait vaciller, qui aurait pu faire vaciller, qui fait trembler du moins la République, qui aurait pu la faire s'écrouler. Premier point, une affaire d'espionnage. L'affaire d'espionnage, on peut donner des dates ici à la période qu'on étudie, 1894-1895. Bon, essayons de faire au plus court possible, mais sans faire trop court, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des éléments de connaissance pour que vous puissiez tout comprendre. La famille de Dreyfus, elle a quitté l'Alsace après son annexion. À ce moment-là, Dreyfus, c'est l'année de ses 13 ans. Donc il quitte l'Alsace après son annexion dans sa famille, et c'est par patriotisme, parce qu'ils sont français, l'Alsace n'est plus française, nous on veut rester des Français, donc on quitte l'Alsace. Alfred Dreyfus va devenir officier stagiaire en 1893. C'est l'année de ses 34 ans. Alors, c'est dans un contexte, ça il faut le noter bien sûr, on est dans un contexte où les tensions elles sont encore très fortes entre la France et l'Allemagne. Et il y a un fantasme de complot, ce qui fait qu'on a des services de contre-espionnage, des espions qui espionnent ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Et on a donc des espions qui travaillent à l'ambassade d'Allemagne. Or, ces services du contre-espionnage, ils découvrent en 1894, dans l'ambassade d'Allemagne, des plans militaires français qui ont été dérobés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a volé des plans militaires et qui les a transmis à l'ambassade d'Allemagne. Acte d'espionnage. L'armée mène l'enquête. Il y a une chose dont très rapidement l'armée est sûre, c'est que ça vient d'un officier stagiaire. Pourquoi ça vient d'un officier stagiaire? Parce qu'en fait, les documents qui sont découverts, ils sont de différentes sources. Or, ceux qui ont accès à différents documents, ce sont justement les officiers stagiaires, parce qu'ils passent d'un service à un autre. Donc, ils sont capables ils ont accès à des documents très divers. Et Alfred Dreyfus, c'est celui qui va servir de suspect de choix. Pourquoi c'est un suspect de choix? Aux yeux de l'armée, j'entends bien. D'abord parce qu'il est alsacien. Et comme il est alsacien, il parle un peu allemand. Voire beaucoup. Ensuite, il est juif. Et ça, pour l'armée, ça en fait un coupable tout désigné. Il faut bien comprendre que dans l'armée, à l'époque, pour une grande partie de l'état-major, l'antisémitisme, c'est monnaie courante. C'est-à-dire que aux yeux de l'état-major, les juifs, ce ne sont pas des Français de France. Pour bien comprendre les choses, il faut revenir au 24 octobre 1870 et au décret qu'on appelle le décret Crémieux. En fait, là, le décret Crémieux, il n'y a pas besoin de le noter dans votre cahier, ça va alourdir l'ensemble. Mais il faut comprendre que
le 24 octobre 1870, on va franciser tous les juifs d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la volonté de faire en sorte que le nombre de colons et de gens qui ont la nationalité française finissent par suppléer ceux qui sont dans la catégorie administrative musulmans en Algérie. Et donc, le décret Crémieux, il va dans ce sens-là. Mais pour certaines personnes, ce ne sont pas vraiment des Français, les Juifs. Et pour une grande partie de gens qui sont dans l'armée, c'est le cas. On reviendra un petit peu plus tard sur le pourquoi. Mais donc, il faut comprendre que l'antisémitisme, il existe dans la société française et dans l'armée à cette époque-là. Donc finalement, Dreyfus est le suspect de choix, ça c'est ce qu'il faut noter, et qu'il n'y a pas de réelle enquête. En fait, il va être considéré comme coupable parce qu'on va dire qu'il a la même écriture que le coupable. Et donc s'il a la même écriture que le coupable, c'est parce que c'est lui le coupable. On va encore un petit peu plus loin, pas besoin de le noter, mais il faut comprendre que le ministre de la guerre, par exemple, il va proclamer la culpabilité de Dreyfus avant même que son procès ait eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, le procès, il est déjà fait. Si le ministre de la guerre déclare qu'il est coupable, on n'attend même pas qu'il y ait l'instruction et le verdict qui soit rendu au bout de l'analyse, que la défense ait eu ses droits de se prononcer. Et puis, ça va même plus loin, parce qu'il y a des preuves secrètes qui sont communiquées au juge par l'armée, au juge du tribunal militaire, alors qu'on ne va pas les communiquer à l'avocat de la défense, à l'avocat de Dreyfus. Donc en fait, c'est une parodie d'enquête, entre guillemets, une parodie d'instruction de la justice. Je vous invite maintenant à ouvrir vos livres, page 82, à s'intéresser au document 1 de cette page. Au final, donc évidemment là normalement vous avez lu le document, sinon vous mettez pause, vous lisez le document et vous revenez. Au final, le conseil de guerre, il va déclarer Alfred Dreyfus coupable. Sa peine, d'abord, il est dégradé. Alors cette dégradation, c'est ce qui illustre les diapositives 4 et 5. Elles ont lieu dans la cour militaire, dans la cour d'honneur. Le petit journal donc montre la scène, on casse son épée ici devant les autres officiers, et puis la diapositive suivante, qui est la une du Monde illustré, montre qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur et qui viennent voir ce qui se passe à l'intérieur de la cour. Comme aujourd'hui on prendrait en photo entre guillemets la foule qui est présente, là on voit que les gens à l'extérieur montent même dans les arbres pour voir ce qui se passe. Il y a une foule importante qui est là. Et là il y a que l'image, mais il y a les témoignages avec ce que disent les gens. Ils disent quoi les gens qui sont à l'extérieur? Ils crient mort aux juifs, à bas le traître. Donc on est ici dans une opinion publique, beaucoup de gens qui viennent et qui considèrent qu'il est coupable. Non, il est dégradé, ça c'est la première peine qui lui est infligée par le conseil de guerre. Deuxième chose, il est déporté en Guyane. Ça c'est sa condamnation. Être déporté en Guyane, c'est le bagne, hein, et c'est pas une partie de plaisir. Au contraire, c'est même une forme de condamnation à mort. Il y a les fièvres, la malaria qui sévit, des conditions de vie très difficiles. Les chances de survivre sont très faibles. Donc là où il fera sa peine, c'est sur l'île du Diable, hein, dans le bagne de Cayenne. Alors l'histoire veut qu'un des éléments qui l'aurait tenu en vie, c'est que quelqu'un, son geôlier entre guillemets, qui lui remettait son repas tous les jours, lui aurait dit c'est un homme qui vous nourrit. Bon, je ferme la parenthèse là. Bon, à l'époque, il n'y a pas eu de voix dans la presse pour le défendre. Et je vais aller plus loin, il y a plusieurs de ceux qui vont le défendre plus tard, qui à l'époque trouvaient même que la peine de mort aurait été plus appropriée que le bannissement à Cayenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a après qui vont vouloir défendre Dreyfus, et tant mieux, quand on comprendra pourquoi, et qui pourtant, à ce moment-là, étaient prêts à le tuer. Hein. Deuxième point, l'ouverture difficile d'un débat. Le cadre temporel, ici, c'est 1895-1897. Bon, en 1896, il y a un nouveau patron du contre-espionnage, c'est le commandant Georges Picquart. Et le commandant Georges Picquart, il reprend l'enquête. Et il découvre qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué.
Ferdinand Walsin, alors Ferdinand avec un D à la fin, attention c'est pas Ferdinand à Saint-Malo, hein. Ferdinand Walsin, W-A-L-S-I-N, et plus loin Esterhazy, E-S-T-E-R-H-A-Z-Y, ça c'est son nom de famille. Appelez-le Esterhazy, ça va plus vite, ou F-W Esterhazy. Bon, donc il découvre que par rapport aux pièces qu'il a en main, lui, il y a quelqu'un d'autre à mettre dans l'équation, Esterhazy. Et puis même très vite, il comprend qu'en fait, non, il n'y a qu'une seule personne à prendre dans l'équation, c'est Esterhazy. Finalement, Dreyfus, il est non coupable. Il a trouvé le commandant Georges Picquart qui est le vrai coupable, c'est Esterhazy. Alors qu'est-ce qu'il fait en bon militaire ? Il va informer sa hiérarchie. Il va voir sa hiérarchie, puis il dit, regardez, je suis désolé messieurs, mais j'ai découvert, en fait, Dreyfus est innocent. Et que le vrai coupable, c'est Ferdinand Walsin Esterhazy. Et que lui dit sa hiérarchie ? D'accord, peut-être, vous avez jamais fait d'enquête, vous oubliez tout ça. C'est-à-dire on lui demande au commandant Georges Picquart de fermer les yeux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les ferme les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un loyaliste, même si on l'a transformé en héros a posteriori. C'est un loyaliste. Pour lui, c'est l'armée avant tout. En fait, il ne veut pas, le commandant Georges Picquart, qu'un scandale tache l'honneur de l'armée. Donc on lui a dit de se taire, il se tait. Celui qui organise la défense de Dreyfus, c'est son frère, Mathieu Dreyfus. Il travaille avec une équipe, avec des journalistes, notamment Lassalle, et ils vont eux aussi finir par découvrir, au travers d'autres voies, parce qu'Esterhazy, il parle un peu trop, il parie un peu trop à droite à gauche, et en fait ils finissent par découvrir, au travers de l'enquête, qu'Esterhazy c'est le vrai coupable. Et ils vont monter un dossier de presse qui montre qu'il est le coupable. Mais il n'y a pas d'écho. C'est-à-dire que personne va vraiment, pas autant qu'il l'aurait voulu, du moins, il révèle les choses dans la presse, puis personne va vraiment les reprendre. Il y a un mais. Il y a un mais, c'est que on revient sur Picquart. Donc là, vous notez pas tout ça, tout ça. Monter le dossier de presse, qui est Mathieu Dreyfus, que le commandant Georges Picquart a trouvé qui est le coupable, ça on le note. Par contre, que la hiérarchie lui demande de fermer les yeux, oui, mais pourquoi il le fait pas, etc. Ça c'est accessoire entre guillemets. Mais le mais, c'est que Picquart, il a été mis au placard. Bon, Picquart, placard, on me dirait c'était facile à retenir. En fait, l'armée qui constate que le commandant Georges Picquart a découvert la vérité, qui pourrait finalement, ça pourrait faire tâche parce qu'il pourrait se mettre à parler, décide de l'envoyer très loin de la France. En fait, il est missionné dans le sud de la Tunisie, comme ça, il y a moins de risques qu'il finisse par parler et par lâcher le morceau. Bon, et là-bas, il manque de mourir par les fièvres, les maladies tropicales et puis les conditions d'hygiène. Et puis quand il est de retour en France, il se dit finalement j'ai pas été vraiment récompensé du fait que j'ai gardé le silence. Donc il va prendre contact avec un avocat qui lui-même va informer le vice-président du Sénat sur l'affaire. Le vice-président du Sénat, c'est un Alsacien, comme Dreyfus. Il s'appelle Auguste Scheurer-Kestner. Voilà. Bon, pas besoin de retenir le nom, de le noter. Enfin, si, c'est important de le retenir, mais je veux dire, pas besoin de noter tout ça dans votre cahier. Ça marche pour pas grossir la trace écrite qui est déjà, je l'imagine, conséquente. Bon, en fait, Picquart, il a fini par rendre possible la fuite de ces informations. Et d'un côté, donc, on a les informations de Picquart, de l'autre, on a le dossier de presse fabriqué par le frère de Dreyfus avec son équipe, et puis la collision des deux fait que ça va finir par avoir un certain écho. Troisième point, une république en crise. Une république en crise. Je vous invite à consulter le document 3 de la page 83. C'est un extrait ici d'un document célèbre que vous avez sans doute déjà étudié au collège. C'est le fameux J'accuse d'Émile Zola. Donc, une république en crise. On a un auteur dont la notoriété n'est plus à faire, elle est acquise, Émile Zola, Z-O-L-A, qui finit par être informé par Auguste Scheurer-Kestner, le président du Sénat, et une fois qu'il est informé de la vérité, il va prendre parti pour Dreyfus. Alors,
Il va pour cela écrire plusieurs articles, et puis le fameux J'accuse, il est écrit dans un journal qui s'appelle l'Aurore, A-U-R-O-R-E, l'apostrophe. L'Aurore, c'est un journal de gauche du radical Georges Clemenceau. On reparlera tout à l'heure de Clemenceau. En fait, pour Clemenceau, c'est un moyen de revenir sous les projecteurs après le scandale de Panama qui l'avait un petit peu éclaboussé. Alors l'article d'Émile Zola, il fait suite à un conseil de guerre qui a été instruit contre Esterhazy. Pourquoi ? Parce que ces fuites, elles ont fini par être connues. Et donc l'idée de l'armée, c'est c'est difficile de faire comme s'il n'y avait rien pour Esterhazy, donc on va faire un procès en conseil de guerre contre Esterhazy pour affirmer nos thèses. Et il se passe quoi ? Donc, Esterhazy, il est acquitté à l'unanimité. Donc, il n'est pas considéré comme coupable. Pire que ça, Picard, le commandant, il va être arrêté. Arrêté pour divulgation de secrets professionnels. Vous voyez qu'il y a ici un sacré paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse de divulgation de secrets professionnels celui qui montre les preuves de celui qui est acquitté. Vous voyez qu'il y a un côté ubuesque dans l'affaire, et qui va alimenter les partisans de la défense de Dreyfus. Bon, Esterhazy, il n'est pas bête non plus, il a bien compris que ça chauffe pour lui, qu'il a de la chance, entre guillemets, c'est que l'armée veut à tout prix que ça soit le juif le coupable, à savoir Dreyfus, et donc lui il fait quoi ? Il prend ses bagages, il va en Angleterre, où il finira tranquillement ses jours. Il s'est exilé, il se dit le coup près passé pas loin, je me sauve. La société, la République est en crise, et c'est ce qu'on peut illustrer au travers de deux caricatures. Je vous invite à regarder ainsi les diapositives 6 et 7 du dossier. Ces diapositives, c'est d'abord la une du Grelot, dans laquelle on voit des auteurs, des intellectuels, dont Émile Zola, Georges Clemenceau, qui essayent de faire sortir la vérité du puits, et puis on a derrière eux la libre parole, avec Édouard Duremont, qui essaye de la cacher, alors que s'agite aussi devant l'armée qui regarde vraiment pas au bon endroit, ou qui accepte qu'on lui cache la vérité. Et puis la libre parole, c'est une d'une presse qui est contre Dreyfus. Ils sont ici singés, vous voyez, avec des traits de juifs. On a le triangle qui est attribué à la franc-maçonnerie avec le cercle. Bref, on est ici l'argent. Donc, on est dans le stéréotype antisémite, la critique des juifs. On a ainsi donc une opinion publique qui va se diviser en deux. En fait, on va avoir plein d'articles, ça c'est ce qu'il faut dire, on a de nombreux articles qui sont pour ou contre Dreyfus. Mais pas que Dreyfus, on attaque aussi Zola et tous ceux qui défendent Dreyfus. C'est-à-dire que l'affaire désormais, elle est politique. Émile Zola, il est accusé de diffamation. Il a pris à partie le président de la République dans son J'accuse. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi je dis tout ça. Donc soit il dit la vérité, soit il dit un mensonge. Mais s'il dit un mensonge, il faut un procès. Donc Zola est accusé de diffamation et a lieu son procès. Et c'est justement ce qu'il veut, Émile Zola. Il veut profiter du procès pour médiatiser l'information et lâcher la vérité. Lors du procès, il est reconnu coupable. Mais il a gagné une chose. La chose qu'il a gagnée, c'est qu'il a pu faire fuiter les informations. Et petit à petit, les gens vont se rendre compte que, oui, il y a bien des choses quand même qui sont étranges. Il y a un second procès qui lui est intenté, ça, pas la peine de le noter, mais il y a un second procès contre lui qui est conduit par les juges du Conseil de guerre. Parce que pour eux, ça veut dire que s'il a menti, on nous a attaqué directement en tant que juge sur notre intégrité. Et là, ça chauffe pour Émile Zola, qui est condamné à la prison et qui va s'exiler lui aussi en Angleterre pour se protéger sous les conseils de Georges Clemenceau. Diapositive numéro 8. Celle-ci, elle est connue, c'est une caricature. Vous l'avez c'est le document 2 de votre fiche aussi. Cette caricature, elle est connue, elle a été parue dans le Figaro de février 98, et on y voit quoi ? En fait, on y voit une France déchirée. En fait, il y a un repas de famille, et puis il y a l'interlocuteur qui dit surtout, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus. Ça, c'est la première image. Deuxième vignette, on voit les mêmes personnes que celles qui étaient à table, qui sont en train de se battre les unes aux autres. Et avec la légende, ils en ont
parler. La France, elle est déchirée. Elle est divisée. D'un côté, la France, comme la presse, elle est divisée. On a d'un côté les Dreyfusards et de l'autre côté les anti-Dreyfusards. Alors du côté des Dreyfusards, on a des républicains, on a des partisans de la vérité, y compris des non-républicains qui vont eux aussi défendre la vérité. Il ne faut pas non plus tomber dans une vision trop cloisonnée. Et puis il y a les socialistes aussi qui vont se ranger derrière Dreyfus, y compris Jean Jaurès, qui pourtant avait été un de ceux qui étaient partisans en 1894 de le tuer. Comme quoi, on peut changer d'avis. Et puis il y a les anti-Dreyfusards. Les anti-Dreyfusards, ce sont des nationalistes, des catholiques, des monarchistes. On retrouve l'extrême droite, qui est anti-Dreyfusarde, et puis tous les antisémites. Pourquoi ? Parce que pour eux, les juifs ont comploté. Alors, pourquoi les catholiques et les monarchistes ? Là, je rajoute une petite parenthèse, parce que pour eux, les juifs, ils ont comploté avec les francs-maçons pour organiser la Révolution française. On est déjà dans cette idée qui est malheureusement toujours répandue, que les juifs, ils manipulent le monde, et pour leurs propres intérêts. Donc on pense déjà que les juifs, ils ont comploté avec les francs-maçons pour organiser la Révolution française, et donc comme Dreyfus, il est juif, il est forcément coupable. On est ici, donc, dans une France marquée par un climat délétère d'antisémitisme. Antisémitisme, c'est une des notions à connaître par cœur et à mobiliser pour une épreuve de bac, donc on va la recopier dans notre cahier. Bon, la prise de... revenons. Picard, il fait quoi ? Picard, il va parler dans la presse, c'est-à-dire qu'on va recueillir son témoignage. Picard, il a pu... Dans l'armée, c'est fini maintenant, donc il se dit, maintenant, moi, il faut que je sois connu, et donc un des moyens d'être connu, c'est d'être dans la presse, et puis un des moyens d'être dans la presse, c'est de parler de l'affaire Dreyfus. Donc il va prendre la parole dans la presse, et sa prise de parole, elle va entraîner un nouveau procès. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été cachées, et que à la justice, notamment à la défense, et donc que le premier procès qui a été fait n'a pas respecté les règles. Et donc il faut faire un deuxième procès. Ça on le note pas, mais ce deuxième procès, on va l'organiser à Rennes. Pourquoi on l'organise à Rennes ? D'abord parce qu'il va arriver pas loin du port de Rennes, Dreyfus, en revenant du bagne, et puis aussi parce que le faire à Rennes, c'est un moyen qui est moins de tension qu'à Paris. Au moment du procès de Zola, il y avait déjà eu beaucoup de tensions à Paris. Bon, il y aura quand même des tensions, pour preuve. Au début du procès, il y a une tentative de meurtre sur l'un des avocats de Dreyfus. Donc il échappe à la mort, mais on lui a tiré dessus, quand même. Donc la tension, elle est quand même bien réelle. Donc nouveau procès, ça on l'a noté, vous devez le noter du moins. Et à l'issue de ce nouveau procès, Dreyfus est reconnu coupable. Vous allez me dire, non, il était déjà coupable, ça n'a rien changé. Si, il y a quelque chose qui change. Il est reconnu coupable, mais avec des circonstances atténuantes. En fait, c'est ubuesque. On ne peut pas être coupable avec des circonstances atténuantes dans une affaire d'espionnage. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que c'est une semi-victoire pour Dreyfus. Et c'est un moyen pour l'armée de ne pas totalement se dédouaner. En fait, il y a 3 juges sur 5 qui le considèrent comme non coupable. Donc là, dans le système militaire, ça suffit, entre guillemets, à faire qu'il est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à faire qu'il est coupable ici, et on ajoute le côté circonstances atténuantes. Donc c'est une façon de ne pas se déjuger, mais de quand même faire en sorte que ça soit moins grave pour Dreyfus. Bon, la suite de l'histoire, c'est que le président, il va finir par gracier Dreyfus le mois suivant. Et au moment où il le gracie, ça se fait finalement un petit peu dans l'indifférence. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà en train de se préparer à l'exposition universelle qui va avoir lieu en 1900. Bon, on l'ajoute pas ça, mais il faut le comprendre. Les républicains, eux, ils veulent pas en rester là. Ils vont organiser sa réhabilitation à partir de 1903 et il va être réincorporé dans l'armée en 1906. Il finira par démissionner pas longtemps après. Pourquoi ? Parce que Dreyfus, il n'a pas retrouvé son grade et puis il avait un plan de carrière dans l'armée. Puis là, le plan de carrière, il est ruiné. Ça fait longtemps, l'encre a passé. En plus, on le réintègre avec un grade moins. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on ait lavé son honneur. Il fera la guerre de 14-18 en tant que réserviste. Il est réserviste de l'armée, donc il va la faire, la guerre.
Il va même l'achever au rang de lieutenant-colonel. Et c'est le rang qu'il avait au moment de son procès. C'est-à-dire qu'en fait, à l'issue de la guerre et de sa dernière participation à quelque chose en tant que militaire, il revient là où il en était au début. Il va continuer malgré tout à être pris pour cible. Hein. Par exemple, au moment où Zola va être panthéonisé, et lui il vient à la cérémonie, et il va être blessé à l'épaule en fait par un attentat. Il y a 2 coups de feu qui lui sont tirés dessus par un reporter d'un journal militaire qui s'appelle Le Gaulois. Donc vous voyez qu'il y a encore des gens qui en veulent. Pourtant, il va mourir en 1935 à l'âge de 76 ans, quasiment dans l'indifférence. Bon, on note quoi pour finir le petit 2? On note que l'affaire, elle a renforcé l'ordre républicain, elle a montré l'importance de la presse. La République a tremblé, mais la République a survécu. Dernière partie, petit 3, vers une République laïque et sociale. Vers une République laïque et sociale. Premier point, l'obstacle clérical. Les lois scolaires de 1882, elles introduisaient déjà la neutralité religieuse. C'était la naissance de la laïcité à l'école. En 1886, ça va encore plus loin, parce que l'enseignement, il va être aussi confié à une personne laïque. C'est la naissance de la laïcité. Une définition que je vous demande de recopier dans votre cahier, laïcité. Et ça génère des tensions. Alors, attention parce que dans ces lois, il y a quand même une journée de libre qui est prévue par semaine pour les élèves. C'est le jeudi à l'époque, hein. Et c'est la possibilité pour les élèves de suivre un enseignement religieux. C'est-à-dire que la loi, elle ne se veut pas comme anti-catholique. C'est-à-dire qu'on doit laisser aux gens la liberté de pratiquer un culte, d'apprendre et de s'instruire dans un culte. Et donc on prévoit un jour dans la semaine où les élèves pourront aller voir le prêtre pour recevoir un enseignement catholique, pour aller au catéchisme. Et c'est le jeudi qui est prévu dans le calendrier à l'époque. Je vous invite à prendre connaissance de la diapositive numéro 9, qui est un dessin extrait du Pèlerin, magazine religieux. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve une caricature qui montre l'antisémitisme qui existe à l'intérieur de la communauté catholique et des responsables de l'Église catholique. Et l'affaire Dreyfus, elle avait mis ça en lumière. Ça, c'est ce qu'on peut noter. L'affaire Dreyfus, elle a mis en lumière les dangers du cléricalisme. C'est quoi les dangers du cléricalisme? C'est l'intervention du clergé dans la politique. Et pourquoi ça inquiète les républicains? Parce que le clergé, il est massivement anti-républicain. Parce que pour eux, les républicains, c'est ceux qui ont démonté la République. Et il y a même cette idée de complot. Hein. Donc les républicains, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont se lancer dans un combat anti-clérical. Il y a beaucoup de républicains qui sont dans un esprit anti-clérical. Hein. Si vous regardez la diapositive numéro 10, on a ici un magazine qui est clairement anticlérical, qui s'appelle La Lucarne, hein, c'est le journal républicain anticlérical, et donc il désigne l'ennemi pour lui, c'est le clergé. Donc il y a des éléments qui pourraient prouver qu'il y a un danger. Hein. Il y a notamment un coup d'État qui est tenté par la Ligue des Patriotes en 1899 par exemple. Hein. Donc ce risque de vouloir mettre fin à la République, il existe encore après l'affaire Dreyfus. Donc attention, hein, c'est une hostilité anticléricale, c'est qu'on a de l'hostilité contre l'intervention du clergé dans les affaires publiques. C'est pas la même chose que l'anticatholicisme. Hein. Il faut distinguer les deux, bien que on peut être à la fois anticlérical et anti-catholique. Ça marche, mais on peut être contre l'intervention du clergé dans la politique sans rien avoir contre les catholiques. Vous voyez la nuance entre les deux ou pas? Bon, il faut savoir que si ça pose des problèmes aux catholiques, ça pose pas de problème aux juifs, et ça pose pas de problème non plus à une autre communauté dont on parle pas beaucoup ici, mais ce sont les protestants, qui finalement ne voient pas de contre-indication à cette évolution des lois scolaires. Avant-dernier point de ce cours maintenant, la séparation. Document 1, page 85. Au travers de cette lecture,
vous avez compris qu'il est question maintenant de la loi de la séparation. 1905, c'est une loi importante. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Il y a quoi dans cette loi de séparation? Il y a 3 grandes choses. Il y a d'abord la garantie de la liberté de conscience. C'est-à-dire que la loi garantit que chacun a le droit de croire en quelque chose de religieux et ce qu'il veut. Ça, c'est garanti par la Constitution. Si vous voulez croire qu'il y a des extraterrestres qui ont fondé une religion, etc., vous avez le droit, c'est garanti. Vous avez le droit d'y croire. Vous avez le droit d'être bouddhiste, d'être protestant, vous avez le droit d'être athée aussi. C'est garanti par cette loi de 1905. Ensuite, l'État ne nomme plus les évêques. Et ça, c'est une transformation. Troisième chose, aucun culte n'est financé par l'État. En somme, c'est la fin du concordat qui avait été signé par Napoléon Ier. Et ça a une autre conséquence. Les biens détenus par l'Église sont propriété de l'État. Ça va générer beaucoup de tensions. Ça va générer beaucoup de tensions parce qu'il faut faire l'inventaire avant de mettre en vente. Et il y a des églises, des congrégations qui veulent garder leurs biens. Ça génère des tensions qui vont aller jusqu'à des affrontements et jusqu'à des morts. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui vont défendre les églises auxquelles ils sont, dans lesquelles ils vont pratiquer leur culte et qui ne veulent pas qu'on touche aux biens de ces églises. Donc cette loi de séparation, elle génère des tensions, mais elle passe. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une loi considérée comme majeure et constructive du socle républicain, même si on a la 5e République, qui est constitutive de la société française. Dernier point, la question sociale. La question sociale. Une autre diapositive nous intéresse, c'est le document 3 de la fiche, ou 4, je ne sais plus, si vous avez bien suivi, vous les avez. C'est une de l'assiette au beurre, très connue, qui s'appelle La Grève, un dessin de Bernard Naudin, où on voit donc ici des manifestants au premier plan, face à eux un militaire, avec son tambour qui vient annoncer le message, et puis surtout, on le voit en nombre, derrière, l'armée, baïonnette au fusil, qui est prêt ici à réprimer les manifestants. Bon, la question sociale. Il faut comprendre que Clémenceau, celui dont on a parlé, le journaliste de l'Aurore, il a déjà réprimé sévèrement les grèves. Qu'est-ce qu'ils veulent les grévistes? Les grévistes, ils veulent changer la société. Et l'un des moyens pour changer la société, pour eux, c'est la grève. Et notamment la grève générale. Et grâce à la grève, ils ont déjà obtenu des choses. Ils ont obtenu, par exemple, en 1906, le repos hebdomadaire obligatoire. C'est-à-dire le fait qu'on ait un jour pour se reposer par semaine, il a été obtenu en 1906. Avant 1906, tous les jours, on pouvait travailler. Il n'y a pas de dimanche qui est considéré comme un jour de repos. C'est le jour du Seigneur, mais ça ne veut pas dire que c'est le jour où il ne faut pas travailler. Alors Clémenceau, il se revendique, vous notez pas, mais Clémenceau, il se revendique lui-même comme le premier flic de France. Il dit, je suis le premier flic de France. Les travailleurs, ils disent pas qu'il est le premier flic de France. Pour eux, c'est le briseur de grève. Clémenceau, il n'est pas du tout aimé chez les ouvriers. Bon, la grève générale, c'est le leitmotiv, entre guillemets, d'un jeune syndicat, à l'époque, la Confédération Générale du Travail, la CGT. Les ouvriers. Les ouvriers, il ne faut pas l'oublier, ils ont le droit de vote, ils travaillent, mais on est dans une démocratie et peuvent voter. Et comme ils sont de plus en plus nombreux, ils vont aussi avoir une influence sur la vie politique. Donc Clémenceau, au bout d'un moment, il va être écarté et il va être remplacé par Aristide Briand. Aristide Briand, ça vous parle, c'est pas que le nom d'un lycée, c'est le nom d'un homme politique. Et donc Aristide Briand va finir par remplacer Clémenceau. Et c'est lui qui va faire adopter en 1910, par exemple, la loi sur la retraite à 65 ans. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre en place des lois un petit peu plus progressives et d'avoir moins affaire à la répression, ce qui ne l'empêchera pas non plus d'avoir recours à la répression. Quand on parle de la question sociale, il ne faut pas oublier la place des femmes. Il y a des transformations qui s'opèrent dans la société et les femmes, elles travaillent de plus en plus. Alors attention, elles travaillent de plus en plus. Elles sont de plus en plus ouvrières ou artisanes. On estime qu'on a une progression du travail de la femme de 30% entre 1870 et 1906. Alors attention, elles travaillent de plus en plus, donc en dehors de la maison et en dehors des travaux dans les exploitations agricoles. La femme du fermier, elle travaille toujours avec son fermier, avec son époux depuis longtemps. Et puis à l'intérieur de la maison, la femme, elle se tourne pas les pouces pendant que tout le monde est à l'usine. Elle travaille déjà. Et puis les femmes qui vont travailler en plus, elles continueront à travailler à la maison.
La scolarisation des femmes va progresser aussi grâce à l'école de la République. Donc elles vont acquérir de plus en plus de connaissances et puis continuer à défendre leur bout de gras, entre guillemets, parce qu'il y a un problème, c'est que la femme, elle a toujours pas accès au droit de vote. Elles sont toujours exclues de la vie politique. On leur a toujours pas donné le droit de vote. Et les républicains de la Troisième République, comme ceux de la Quatrième, ils ont du mal à donner le droit de vote à la femme. Ils ont des réticences. Parce qu'en fait, ils ont un stéréotype. C'est-à-dire que leur stéréotype, c'est que les femmes, elles sont plus pieuses que les hommes, elles vont à la messe, etc. Et donc, comme elles vont plus souvent à la messe, elles sont plus proches des prêtres. Et comme elles sont plus proches des prêtres, si on leur donne le droit de vote, elles vont voter pour les mêmes idées que le prêtre et donc contre les républicains. Vous voyez que c'est une vision très mineure de la femme comme soumise et incapable de prendre ses propres décisions. Bon, bref. On ne donnera pas le droit de vote à la femme avant 1944. Dernière chose sur la question sociale, pour finir ce cours, on va parler des migrants. C'est-à-dire qu'on a aussi une augmentation des migrants qui viennent en France pour travailler. On a des Italiens, on a des Belges qui viennent notamment, et d'autres. Et les Italiens, par exemple, ils ont été victimes de plusieurs actes xénophobes. Ça a été le cas, par exemple, dans la tuerie d'Aigues-Mortes dans le sud de la France. Voilà. Ça, c'est pour la question sociale. Voilà, je clôt ici le travail pour la semaine. Ça fait déjà pas mal de choses à noter dans vos cahiers. Et on se retrouve la semaine prochaine, ou en fin de semaine, si on veut être vraiment exact, pour parler cette fois de l'Empire colonial français et de la société coloniale. Ça sera la troisième et dernière partie de ce thème 3, enfin de la première partie du thème 3. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci. À bientôt. Au revoir.